c'est mon histoire en vrai. Je suis des Comoriens, on a été une colonie. Il y a eu de nombreux coups d'État. Beaucoup de chefs d'État chez nous, ils ont été tués. Il y a le visa Balladur. Des gens, donc moi, franchement, le son colonisé, il me tenait à cœur, à fond. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, frère, il y a une île comorienne qui c'est une colonie. Mais bon, on dira rien. Ilolololoa, ilolololoa, he na zende majimaumbe. Ilolololoa, ilolololoa, he na zende majimaumbe. Bonjour les camarades, bienvenue au troisième épisode de Tendez l'oreille. Nous avons choisi ce nom pour ce podcast en référence au philosophe, psychiatre et militant anticolonial Frantz Fanon, qui dans son ouvrage Peau noire, masque blanc, rapporte que son professeur de philosophie lui rappelait: quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Donc voilà, j'ai voulu faire ce petit rappel, euh, pour clarifier le sens du nom de notre podcast. Et parce que aussi Fanon nous a inspiré pour ce travail de convergence de lutte, de sympathie, d'empathie et de mutualisation de forces avec ce que lui-même appelait les damnés de la terre. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de Mayotte et des Comores, en compagnie de Maëva et Limou, et bien sûr mon cher co-présentateur, Saina Laval. Comment ça va l'équipe? Ça va bien, merci. Ouais, ça va, merci. Merci beaucoup pour l'invitation surtout. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, bien sûr. Bon, bah, je commence du coup. C'est Maëva. Je suis d'origine franco-comorienne et je suis militante antiraciste dans l'organisation politique Révolution Permanente. Dans laquelle je milite. Et on a aussi un média sur lequel j'écris régulièrement, notamment dans la section antiracisme et violences policières du journal. Et j'écris régulièrement sur la situation à Mayotte et aux Comores. Merci. Et Limou, je t'en prie. Oui, ben, merci bien. Alors, ben, du coup, moi, je suis originaire de l'île de la Réunion, cofondateur d'un parti indépendantiste et panafricaniste réunionnais, K-Ubuntu. Et du coup, notre parti politique milite pour l'indépendance et le panafricanisme. C'est pour ça, justement, toutes les questions liées au continent africain, à la Réunion, la lutte contre l'impérialisme et contre le colonialisme sont des sujets primordiaux pour nous. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va enchaîner avec une petite présentation historique, chronologique. Bon, le but n'est pas non plus de faire un exposé Sciences Po ici, mais juste de donner quelques dates qui nous ont semblé assez importantes. Donc, en 1841, la France acquiert la Mayotte, c'est une acquisition coloniale. Plus précisément, elle devient un protectorat aux côtés du reste des îles de l'archipel des Comores vers la fin du 19e siècle. On est quand même dans un contexte d'expansion coloniale qui va devenir un impérialisme féroce, vorace et prédateur. Et en 1974, bon là, on fait un bond de plus d'un siècle, Mayotte choisit de rester sous souveraineté française. Enfin, ça, on pourra en discuter d'ailleurs, contrairement aux Comores qui déclarent son indépendance en 1975. Par ailleurs, l'ONU et l'Union africaine jugent illégal le statut de Mayotte, qui est resté dépendant de la France, en vertu du principe de continuité territoriale. Mayotte serait ainsi isolée de son environnement immédiat avec lequel elle a des relations commerciales, économiques et culturelles depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires. En 1994, comme l'a rappelé l'extrait que nous vous avons mis au tout début, le visa Balladur est imposé et cela complique la circulation entre Comores et Mayotte. En 2011, Mayotte devient officiellement un département français et en 2014, elle est considérée comme région ultra-périphérique de l'Union européenne. Ce qu'on peut dire aussi au 21e siècle, en 20 ans, Mayotte concentre progressivement plus de capital et plus d'opportunités de travail que ses voisins, ce qui explique en partie les tendances migratoires des Comoriens vers la Mayotte. Mais aussi, on observe des tendances migratoires de la part des Mahorais vers d'autres départements français. Et plus récemment,
Darmanin annonce la fin du droit du sol. Donc voilà, je laisse la parole à mon camarade Saïna pour pour qu'il parle des événements plus récents. Merci Abdelkrim pour ce bref rappel historique. En visite officielle à Mayotte, ce mardi 27 février 2004, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, a annoncé le lancement de l'opération Wambunchu 2 pour le mois d'avril prochain. Alors, l'opération Wambunchu 1, ou première édition, lancée le 24 avril 2023, avait pour objectif affiché d'endiguer la délinquance auquel fait face l'île de Mayotte. Alors, pour cela, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Monsieur Darmanin, a envoyé des policiers, des unités spéciales de la gendarmerie comme le GIGN, le RAID ou encore l'unité du CRS 8 sur l'île de Mayotte, afin de décaser des personnes vivant dans les bidonvilles, avec des promesses de relogement non tenues jusqu'ici, un an après, et de deux, d'expulser des personnes étrangères en situation irrégulière, bien souvent des Comoriens, chez eux. Le journal Le Monde parle de 70 expulsions par jour. Autrement dit, la solution proposée pour endiguer la délinquance à Mayotte est le maintien de l'ordre, un ordre colonial qu'on explicitera plus tard. Comme le rappelait le collectif QG Zazalé de La Réunion, les forces de l'ordre font plus de 8000 kilomètres venus de la France hexagonale pour reconduire des familles à 70 kilomètres de l'île de Mayotte, souvent à l'île d'Anjouan. L'inflation galopante de l'île, l'extrême pauvreté, le taux de chômage élevé sont mis sous le tapis par le gouvernement français. Parce que face aux problèmes structurels et colossaux auxquels font face l'ensemble de la société de Mayotte, l'immigration est désignée comme le bouc émissaire idéal. Juste un petit rappel géographique pour situer un peu où sont Mayotte et les îles des Comores. Donc, ils sont situés sur le canal du Mozambique et sur l'archipel des Comores, qui est divisé en deux unités distinctes entre l'Union des Comores, constituée de trois îles, les Grandes Comores, enfin la Grande Comore, Moélie et Anjouan d'un côté, et de l'autre côté Mayotte, qui est euh, sous tutelle française. Quelle a été, vous, votre réaction à l'annonce de Wambunchu deuxième édition, annoncée pour le mois prochain? Euh, Toi, Maïva, j'imagine que ça a dû te toucher. Oui, bah moi, ça m'a particulièrement touchée, évidemment, mais ça m'a surtout mis en colère parce que, voilà, on sait que, vous avez rappelé ce que c'était un peu l'opération Wambushu 1 et l'opération Wambushu 2. Elle promet un peu d'être une revanche par rapport à tout ce qui n'a pas été réussi du point de vue du gouvernement dans l'opération Wambushu 1, parce que, pour rappel, cette opération, elle avait subi plusieurs camouflets, à la fois juridiques, mais aussi diplomatiques, qui avaient fait que la France n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de sa volonté, même si évidemment, ils ont quand même opéré des décasages, ils ont renvoyé des jeunes dits délinquants, etc. Mais ils n'ont pas réussi à aller au bout, on va dire. Et aussi, en même temps, il y avait eu l'éclatement des révoltes des banlieues après la mort de Naël, qui a fait qu'ils ont dû rapatrier en fait des forces répressives en hexagone, et que du coup, la mission, en tout cas dans l'ampleur de laquelle ils avaient prévu, elle est un peu tombée à l'eau, quoi. Donc Wambushu 2, c'est un peu une revanche. Et je trouve que c'est ça qui met en colère aussi, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas du tout prêts à lâcher là-dessus, mais aussi parce qu'il y a un contexte de pression des collectifs de citoyens qui, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en gros, il y a eu des blocages de l'île depuis plusieurs semaines pour revendiquer plus de sécurité, une militarisation de l'île, voire même l'instauration d'un état d'urgence sur l'île pour répondre à l'insécurité, etc. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement il a annoncé cette deuxième opération, avec évidemment l'attaque qui a été rappelée de la suppression du droit du sol, qui est quand même une attaque historique, en fait, parce que si Darmanin il parlait jusqu'à présent de revenir un peu sur les délais pour le droit du sol, etc., là, c'est carrément la suppression
qui est annoncé. Donc, et je pense que tout ça, on ne peut pas le regarder et l'expliquer sans se rappeler c'est dans la droite lignée des attaques de la loi immigration qui a été votée en janvier dernier, qui est aussi d'une ampleur historique, voilà, et qu'en fait, le Wambushu 2, ça va être un peu la vitrine du gouvernement pour dire, regardez notre loi immigration qu'on vient de passer, on va l'appliquer. On va l'appliquer encore plus poussé à Mayotte, quoi. Et je pense que ce qu'il faudra voir aussi, et c'est ça aussi qui me met en colère, c'est qu'en fait, on a bien vu que l'acte 1 de Wambushu, ce qu'elle a surtout montré, c'est son inefficacité à résoudre les problèmes structurels de l'île. Parce que toutes ces offensives de chasse des immigrés, lutte contre la délinquance, etc., bah, en fait, ça ne résout pas les problématiques sociales de l'île, les pénuries d'eau, la sécheresse, les magasins à court d'approvisionnement, etc., une possible épidémie de choléra à venir. Enfin, tout ça, ça ne résout absolument pas la situation des immigrés, mais aussi des Mahorais, quoi. Voilà. Ça va me permettre de rebondir justement. Merci Maëva. Vous pourrez retrouver toutes ces analyses d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, dans le média de RP, où Maëva a déjà écrit pas mal d'articles là-dessus. Et justement, ça va me permettre de rebondir sur la deuxième question. Bon, on se demande quand même qui sont ces collectifs citoyens. D'un point de vue extérieur, on peut les caractériser comme des collectifs plutôt réactionnaires. Quel a été leur rôle dans l'annonce de Wambushu 2, sachant que quand même l'île de Mayotte, comme tu l'as rappelé, Maëva, subit des défaillances structurelles d'un point de vue économique, social, etc., par rapport à l'Hexagone. Comment se fait-il que ces populations qui parfois sont pas toujours, hein, on peut trouver aussi des éléments petits bourgeois, mais qui sont aussi des classes populaires, des classes laborieuses, comment se fait-il qu'elles réagissent de cette façon-là à ce qui sont des populations voisines, des personnes avec qui ils peuvent avoir des liens familiaux, des liens sociaux, des liens culturels? Mais déjà, pour répondre à la première question sur justement la réaction suite à l'annonce de Wambushu 2, alors, quand on regarde le gouvernement qui est en place et la façon dont se comporte l'État français depuis des années avec les Comores, et quand je dis les Comores, j'inclus Mayotte, parce que Mayotte, justement, est une île comorienne. Quand on regarde comment l'État français se comporte aussi avec la Réunion, avec la Kanaki, avec tous ces anciennes colonies ou ces colonies toujours présentes actuellement, et en fin de compte, moi déjà, j'étais pas étonné parce qu'on peut plus s'étonner des agissements de l'oppresseur. Et ensuite, les idées fascistes, les idées de l'extrême droite sont en train vraiment de prendre du terrain. Et que en tant que panafricain, ça, avec les autres frères et sœurs panafricains, ça nous renforce dans notre conviction qu'il est nécessaire de mener ce combat-là pour la souveraineté africaine et du coup de lutter contre l'impérialisme. Parce que là, avec Wambushu 2, en réalité, c'est du colonialisme pur, c'est de l'impérialisme. Parce que l'État français avec Mayotte, c'est que des intérêts géostratégiques qu'on pourra développer plus tard, que des intérêts géopolitiques. Donc, il est nécessaire pour nous, en tout cas en tant que panafricains, quand on entend ça, on n'est pas étonné parce qu'on connaît comment l'État français se comporte depuis des années, comme j'ai dit, avec l'Afrique. Et du coup, ça doit nous pousser justement à réfléchir sur la façon de pouvoir sortir de cette situation-là. Donc voilà. Pour la première question. Après, sur la deuxième question, par rapport aux collectifs, et ces collectifs-là, donc là, je m'appuie sur une source qui est à Mayotte, qui m'a dit que ces collectifs, déjà, ils se sont ralliés à travers la revendication du démantèlement du camp de Cavani et de l'expulsion, du coup, des migrants qui sont à Mayotte. Donc, même quand on voit ces collectifs-là, malheureusement, ces collectifs tombent dans cette idéologie xénophobe qui pense que le problème, c'est l'étranger. Et ça confirme ce que j'ai dit par rapport à ma réaction à la première question, qui est que l'idée fasciste est en train de gagner du terrain. Et après, leurs revendications, au début, portaient justement sur la fin des séjours territorialisés, qui est une disposition spécifique à Mayotte et qui fait que par exemple, les personnes qui arrivent à Mayotte, qui ont ce type de séjour
territorialisé, ben, les personnes après ne peuvent plus aller dans un autre département français. Le mouvement, enfin les collectifs là-bas se sont assemblés d'abord derrière ça. Et après, bien sûr, il y a il y a des revendications ben, qui tombent vraiment dans l'idéologie de l'extrême droite. Et après, justement, on voit aussi que ces collectifs-là, ça après c'est mon avis, sont instrumentalisés par le Rassemblement national, par le gouvernement en place avec Gérard Darmanin, par Estelle Youssouffa aussi, qui on voit profite de cette situation-là pour ses ambitions politiques. Donc voilà, on voit ça. Et après, il y a eu aussi la question de la fin du droit du sol qui est arrivée aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire que oui, ce sont des collectifs réactionnaires qui ont des revendications réactionnaires, etc. Et je pense que derrière eux, ce qu'il ne faut pas oublier de voir aussi, c'est la mainmise des élites locales, des bourgeoisies locales qui, en fait, voilà, ils sont totalement derrière ces collectifs et derrière cette bourgeoisie locale, elle est totalement liée à l'État français. Enfin, je veux dire, Estelle Youssouffa, par exemple, c'est la première à être reçue par Darmanin. Toutes les élites locales mahoraises sont reçues par le gouvernement français, etc. Et donc, en fait, ces collectifs, quelque part, ils servent le gouvernement aussi parce qu'en fait, ça leur permet d'avoir une légitimité et de légitimer leurs actions totalement répressives, réactionnaires, etc., par une forme d'opinion publique mahoraise qui serait favorable à la militarisation, etc. Mais en fait, au final, moi, je suis d'accord pour dire que c'est une instrumentalisation totale de la part de l'État et des bourgeoisies locales. Et je pense qu'il ne faut pas du tout les oublier et oublier qu'en fait, c'est eux et elles qui sont responsables de cette situation et tout, quoi. Parce qu'en fait, la xénophobie, elle ne s'est pas construite toute seule et elle a été construite consciemment à la fois par l'État français en lien avec, comme je disais, les élites locales et qu'il y a un lien clair aussi entre les élites locales et l'extrême droite, que ce soit l'extrême droite en hexagone, mais aussi l'extrême droite localement. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que le Front National le Rassemblement National fait des scores énormes à Mayotte, etc., quoi. Et oui, ben, pour compléter aussi, hein, et là-dessus, c'est complètement ça, l'instrumentalisation, etc. Et cette construction aussi, comme a dit Maëva, de la xénophobie à Mayotte, parce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est Pierre Caminade qui dans son livre sur la relation Comores-Mayotte explique ça. Il dit que en gros, à l'époque où justement il y avait la question de rester comorienne ou pas à Mayotte, eh ben il faut savoir qu'à Mayotte il y avait la présence de l'Action française, donc mouvement d'extrême droite, tout ça, qui était là-bas pour aussi manipuler l'opinion des gens et pour mener des actions pour que Mayotte reste française. Donc, on voit que l'extrême droite à Mayotte et tout a fait un gros travail depuis des années. Et en réalité, tout ça, ça a été construit par eux. Et il y a cette instrumentalisation-là. Darmanin, après, il va utiliser justement la situation à Mayotte pour, on va dire, légitimer la loi sur l'immigration qu'il a fait passer. Maintenant, après, il faut réussir à contrer ça pour changer la situation là-bas. Effectivement, merci, merci pour vos interventions. Juste petit rappel pour nos auditeurs et auditrices. Estelle Youssouffa, c'est une journaliste et militante et qui est d'ailleurs députée, qui est mahoraise et qui parle beaucoup de la situation de Mayotte à travers les médias français en France. C'est par elle souvent que la situation mahoraise est connue. Et je mettrai en description tous des articles et notamment le livre auquel tu as fait référence, Elimou, de Pierre Caminade. Et oui, je suis complètement d'accord avec vous sur la demande carrément réactionnaire de la plupart des Mahorais. Il y a une vraie demande en fait d'une opération Ouambunchu 2 par les élites mahoraises. Ce qui me fait réagir on a expliqué la fabrique un peu de l'ennemi de l'intérieur, qui est le Comorien à Mayotte, par ce qu'a dit Elimou tout à l'heure, la présence de l'extrême droite, notamment par l'Action française sur l'île. Je crois depuis les années 80 au moins. Mais enfin, est-ce que ça ne fait pas l'objet d'une stratégie aussi? Parce que je sais que Mayotte est un peu la vitrine des fascistes, des fascistes en France, tout simplement. Lorsque l'on voit CNews qui utilise Mayotte pour justifier les opérations répressive anti-immigration, on se dit qu'il y a quand même une stratégie d'utiliser Mayotte, d'instrumentaliser Mayotte pour justifier tout simplement une répression plus grande
ailleurs. Et d'ailleurs, je rebondis aussi sur ce qu'avait dit Elimou encore. Il y a aussi une union évidemment, entre l'extrême droite mahoraise et la France, mais il y a aussi des liens entre l'extrême droite réunionnaise et mahoraise, et même entre les extrêmes droites d'outre-mer, qui est assez forte. Et d'ailleurs, où lorsqu'il y a eu l'annonce de Yuan Bunchu 2, il y a eu des militants à La Réunion qui étaient en faveur de cette opération-là. Est-ce qu'il y a d'autres explications aux sentiments anti-étrangers, anti-comoriens qu'on observe à Mayotte, autrement que par la présence de l'extrême droite? Ouais, moi, je veux bien réagir par rapport à ça. Je pense que, il faut prendre le problème un peu dans le bon sens, entre guillemets, parce qu'en fait, la présence de l'extrême droite, elle est surtout due au fait que, historiquement, les élites locales, créoles et mahoraises, en fait, ils avaient un intérêt matériel au maintien de Mayotte dans le giron français. Et par ailleurs, pendant le processus de départementalisation de Mayotte, il y a des Mahorais qui ont été chassés en fait de leurs terres pour que les terres elles puissent être mises tout simplement à la vente dans le système capitaliste français, etc. Et en fait, le rôle de l'extrême droite et des élites locales, ça a été tout simplement de faire en sorte que cette colère contre l'État, elle se retourne jamais contre lui et qu'elle se retourne plutôt contre les Comoriens. Et en fait, c'est aussi une manière pour les élites qui ont, comme je disais, des intérêts matériels au maintien de l'île dans le giron français, c'est une manière pour eux de casser aussi toute velléité indépendantiste, puisqu'en fait, on construit le voisin qui est historiquement le même peuple que nous, on le construit comme ennemi, etc. Et il y a même carrément des théories quasiment racialistes qui vise à montrer qu'en fait, culturellement, les Comoriens seraient totalement différents des Mahorais, que les Mahorais seraient en plus les bons musulmans, en plus avec tout un truc qui dit qu'ils auraient un islam beaucoup plus modéré, etc. Enfin, tout ça, en fait, ça a été construit à la fois par les élites locales et par l'État français, en fait, pour maintenir sa domination. Mais je pense qu'il est pas, enfin, c'est important de ne pas oublier qu'il y a des vrais intérêts matériels derrière et que aussi, c'est une manière de masquer la structure de classe de la société mahoraise. Parce que je veux dire, l'élite locale, elle n'est pas du tout dans la même situation économique que le reste de la population, où voilà, il y a des taux de pauvreté de 77% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, etc. Enfin, toute la situation qu'on a décrit aussi un peu avant, quoi. Oui, ça m'a fait penser perso à cette idée de Gramsci. Alors lui, c'était tout un autre contexte dans lequel il avait déployé son analyse. Mais lui il dit que dans des moments de crise organique, de crise conjoncturelle, la bourgeoisie, en l'occurrence locale, pour le cas mahorais, désigne un ennemi intérieur, en l'occurrence un soi-disant étranger à la nation mahoraise, disons comme stratégie de détournement, d'invisibilisation des difficultés économiques et sociales. Et c'est là, en fait, justement, où, à mon avis, on peut expliquer en partie la montée du fascisme ou de l'extrême droite, parce que même le terme de fascisme, il est un peu difficile à manier. Des fois, ça peut être abusivement exploité, de mon point de vue. Vous direz ce que vous en pensez. Mais disons que on peut trouver chez certains groupes sociaux et politiques l'idée que ni le socialisme ni le libéralisme arriveront à résoudre les problèmes politiques et qu'il faudrait une troisième voie, en l'occurrence fascisante. Mais elle est toujours désignée à l'encontre d'un maillon faible de la société. Alors déjà, par rapport à ce qui a été dit, qu'il y a des militants réunionnais qui soutiennent ce qui se passe, qui soutiennent Wambushu 2 et même qui ont soutenu Wambushu 1. Et il faut savoir qu'il y a un collectif à La Réunion qui s'appelle Touche pas notre statut, donc qui a été fondé par rapport à la question du déboulonnement de la statue Maëla Bourdonnais. Ce collectif-là était contre le déboulonnement de la statue de Maëla Bourdonnais qui, à La Réunion, était esclavagiste, tout ça, qui a profité de l'esclavage de nos ancêtres. Et eux étaient contre. Il faut savoir que le collectif Touche pas nos statuts soutient Wambushu, soutient les mesures prises par le gouvernement contre les Comoriens et Africains à Mayotte. Et le collectif Touche pas nos statuts, justement, a été mis en place par le Rassemblement Réunionnais. Alors, faut savoir, le Rassemblement Réunionnais, c'est quoi? C'est un parti politique dirigé par Gaëlle Lebon. Et Gaëlle Lebon elle-même qui était membre du Rassemblement National Réunionnais en fin de compte.
la section du Rassemblement national à La Réunion. Comme il y a eu, voilà, elle n'a pas pu avoir le poste qu'elle voulait au sein de la section réunionnaise du Rassemblement national, elle a décidé de créer le Rassemblement réunionnais qui, en gros, porte les idées de l'extrême droite à La Réunion. Il y a des liens en réalité, comme cela a été dit, par des personnes proches de l'extrême droite à La Réunion qui soutiennent justement Wambushu, etc. Et d'ailleurs, justement, il y a un frère qui m'a donné cette information sur le fait que lors du meeting du Rassemblement national là, la semaine dernière, si je me trompe pas, pour le lancement de leur campagne aux européennes, ben, il y avait justement les membres de ce collectif-là, Touche pas notre statut, qui étaient présents là-bas au meeting et qu'il y a les photos et tout. Donc voilà, donc on voit ces liens-là par rapport aux personnes qui soutiennent Wambushu et les mesures du gouvernement à Mayotte, mais ces personnes-là à La Réunion sont clairement avec l'extrême droite. Moi, en fin de compte, je vois qu'il y a aussi un gros travail d'assimilation qui a été fait par l'État colonial français vis-à-vis des Mahorais. Aujourd'hui, justement, on voit les Mahorais, ils vont chanter la Marseillaise avec vraiment beaucoup de conviction, vont brandir le drapeau français tout le temps. Eux, pour eux, ils sont français. Donc voilà, et ce travail d'assimilation fait par l'État colonial a été très bien mené, comme on peut le voir, parce que même moi, à La Réunion, par exemple, quand je parlais avec les camarades maorais à La Réunion, moi, quand on leur dit justement, du coup, t'es comorien, ils vont pas l'accepter. Ils vont dire non, moi, je suis maoré, je suis pas comorien, voilà. Nous, on est français, etc. Donc, il y a ce processus d'assimilation-là, et c'est pour ça, en fin de compte, dans le combat anticolonial, dans le combat pour la décolonisation, cette décolonisation-là, elle doit se faire aussi à travers les mentalités. Et c'est pour ça, c'est vraiment nécessaire de pouvoir mener ce travail aussi, de faire prendre conscience aux colonisés qu'il est colonisé. Parce que des fois, et souvent, le colonisé n'a pas conscience de ça. Donc voilà. Et après, il y avait aussi l'autre question. Oui, simplement, c'était, disons, plutôt un aspect théorique à la chose, à la façon d'analyser la situation. Je disais que dans des temps de crise organique ou conjoncturelle, selon les concepts de Gramsci, et en l'occurrence, on peut l'observer avec un taux d'inflation hyper élevé, non seulement dans l'archipel des Comores, mais aussi à l'échelle globale, avec la guerre en Ukraine, avec la crise au Moyen-Orient, etc. Enfin, le génocide au Moyen-Orient plutôt. Et je me disais que dans ce genre de situation de crise organique du capitalisme global, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir l'apparition d'une troisième voie, de courants fascisants qui séduisent une partie des populations, une partie des classes laborieuses. Et je me disais, est-ce que c'était une analyse qui était applicable à Mayotte aussi? Et du coup, ça me permet de reformuler un peu les questions aussi, parce que de toute évidence, on voit l'émergence de ces collectifs réactionnaires, mais surtout, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une voie décoloniale? Est-ce qu'il n'y a pas des partis socialisants, communistes, révolutionnaires, etc., qui proposent un récit alternatif à celui-là, ou est-ce que leur voix est restée minorée? Oui, merci d'avoir reformulé ta question. Du coup, pour te répondre, mon frère, justement, je pense que l'idée gramscienne, comme tu l'as dit, elle peut s'appliquer à ce qu'on voit à Mayotte, parce que en réalité, et ça, on peut l'appliquer dans n'importe quel pays, je pense, quand il y a des crises économiques, sociales, c'est là que, en fin de compte, les idées fascistes vont prendre du terrain et que ce sera plus facile de désigner le problème qui est l'étranger, alors que le réel problème, c'est le capitalisme. C'est justement ce système-là qui oppresse les populations et qui profite à une petite minorité, une petite bourgeoisie. Et là-dessus, en fin de compte, bien sûr, on peut l'appliquer à ce qui se passe à Mayotte. Et après, par rapport justement à une alternative, moi, je pense qu'il est important qu'il y ait une alternative. Une alternative, on va dire, révolutionnaire, une alternative anti-impérialiste. Et parce que sans ça, en réalité, les idées fascistes vont prendre du terrain. Donc voilà. Donc maintenant, c'est aux différentes organisations qui sont dans cette optique-là de se mettre autour de la table et de penser à un plan d'action pour pouvoir justement contrer la montée du fascisme dans nos pays, etc. Ça, c'est important.
Et donc voilà. Oui, moi, pour rebondir là-dessus, malheureusement, j'ai l'impression que sur place à Mayotte, c'est assez difficile d'avoir bah voilà, une alternative progressiste à la situation. En tout cas, sur place, je ne connais pas de groupe structuré qui propose vraiment une alternative à la situation. Et pour apporter un peu à la discussion, moi, je pense aussi que si la situation, elle est telle que dans des territoires d'outre-mer, donc ou des territoires bah, encore sous domination de la France. Enfin, nous, avec Révolution permanente, on dit que c'est encore des colonies, etc. Si dans ces territoires-là, il y a l'extrême droite qui progresse autant, moi, je pense qu'il faut voir aussi la responsabilité de la gauche réformiste qui, en fait, a très souvent enfin, ne remet absolument pas en question l'impérialisme français, etc. Et d'une certaine manière, donne une forme d'impasse aussi dans la libération de ces peuples, etc. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord qu'il faut proposer plus une alternative révolutionnaire qui questionne aussi la question de l'impérialisme, de la domination impériale dans ces territoires qui sont absolument pas vus pour la gauche réformiste. Enfin, je prends l'exemple de la France insoumise qui voit comme une chose positive, et Mélenchon qui voit comme une chose positive la présence de la France dans tous les continents, etc., et qui, d'une certaine manière, revendique le caractère impérialiste de la France et tout ça. Et je pense qu'aussi, faut lire aussi de manière dialectique un peu les avancées de l'extrême droite sont aussi le résultat du fait que la gauche n'a pas du tout été à la hauteur sur la situation des colonies, quoi. Oui, exactement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Maëva. Et pour rebondir sur la question de la gauche réformiste, ça, c'est une réalité quand on regarde ben, la gauche locale, la gauche à La Réunion, par exemple, qui va se contenter de quelques petites réformes, mais va jamais remettre en question le système colonial de notre pays. Et c'est un sujet tabou pour eux. Ils vont justement vouloir que, par exemple, il y a une promotion de la langue réunionnaise, tout ça, de la culture réunionnaise, de l'histoire réunionnaise, chose très importante. Mais ils vont jamais aller au bout de leur réflexion, qui est la remise en question de ce système colonial-là, de la question de l'indépendance qui est nécessaire pour que nos populations puissent reprendre leur destin entre leurs mains. Et nous, on constate ça, en tout cas à Karubuntu, quand on analyse justement la situation à La Réunion et la gauche réunionnaise. Et un peu comme tu as dit aussi, par rapport à la gauche ici en France, quand elle est présente à La Réunion, nous, on a pu justement discuter avec des sections de partis de gauche en France qui sont à La Réunion. Eh bien, la question coloniale, ils veulent pas l'aborder, ils évitent cette question-là, alors que cette question-là, elle est primordiale. Mais eux, non, à La Réunion, c'est comme s'ils veulent pas voir la colonisation. C'est important aussi qu'il y ait une alternative. Et je pense que cette alternative-là, ben, elle viendra d'organisations de personnes qui sont vraiment dans cette optique anticolonialiste-là. Et ça, c'est important. Merci beaucoup pour vos réactions. Et effectivement, là, vous mettez votre doigt sur un gros sujet, la gauche coloniale, où il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Notamment, il y a Maëva qui a parlé de Mélenchon et de son fond colonialiste. Toujours. Et oui, malheureusement, beaucoup de collectifs, de partis font l'impasse sur la question coloniale, alors qu'elle est centrale pour nos territoires d'outre-mer, dans les dernières colonies françaises. Mais on peut pas aborder la question en profondeur du fait du temps. Moi, j'aimerais vous lire un article, un extrait d'un article de Paul Martial, publié sur Afrique en lutte, qui met en évidence ce qu'il a appelé l'impasse coloniale de Mayotte. Et je trouvais ça très pertinent. Et j'aimerais vous faire réagir sur cette citation, début de citation. Les Mahorais et Mahorais se sont mis dans une impasse coloniale. En militant pour que l'île devienne un département français, ils ont eux-mêmes accepté d'abandonner au moins formellement un mode de vie ancestral. Dans le même temps, l'objectif de vivre selon les standards de la métropole s'est avéré largement hors de portée. Mayotte est le département français, et de loin, le plus pauvre. En exigeant plus d'investissements sociaux de la part de la métropole, les Mahorais augmentent aussi, paradoxalement, l'attraction de leur île pour les Comoriens et Comoriennes. Et la succession de mesures répressives
prises par l'État français n'arrivent pas à juguler cette immigration. Fin de citation. Comment vous, enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette impasse coloniale? À la fois, il y a une proximité géographique, culturelle, mais il y a une distance et une asymétrie économique telle disons, nourrit en quelque sorte l'émigration de Comoriens, et pas que de Comoriens d'ailleurs, mais de Comoriens sur l'île de Mayotte. Et comment sortir de cette impasse coloniale-là? Dans l'article de Paul Martial que je mettrai aussi en description, lui, il parle d'un développement dans l'ensemble de l'archipel des Comores et non pas que sur Mayotte, pour éviter justement l'immigration à motif économique. Mais même si ce n'est pas que ça qui nourrit et qui est la cause de l'immigration des Comoriens à Mayotte, mais ça peut, disons, être une solution. Moi, je veux bien réagir à la citation. Enfin, je trouve que la citation, elle est très intéressante et elle me rappelle une formulation de Saïd Bouamama qui, dans un article, dit en réalité, Mayotte, c'est un îlot de pauvreté dans un océan de misère. Et en fait, la situation, c'est exactement celle-là. Et je trouve que la citation, elle permet de montrer qu'en fait, il n'y a pas de solution réformiste qui est possible à la situation à Mayotte. C'est-à-dire qu'en effet, plus on va investir dans les infrastructures, etc., et plus ça va créer une différence avec les Comores. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ce qu'il faut poser, c'est tout simplement le retrait de la France dans la région. Et moi, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un espèce de développement égal où la France investirait à la fois aux Comores et à la fois à Mayotte. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la différence entre le développement de l'État comorien et Mayotte, c'est la France qui l'organise. C'est-à-dire qu'en fait, la France a participé à déstabiliser depuis le début de l'indépendance des Comores. Elle a déstabilisé en fait l'État comorien. Ça a été l'avant-poste des politiques france-africaines dans la région avec le mercenaire Bob Denard, etc. Enfin, je veux dire, en fait, la France a tout intérêt à continuer, entre guillemets, à déstabiliser les Comores, parce qu'en fait, plus les Comores sont déstabilisées et plus facile, elle a la main mise sur Mayotte, en fait. Et du coup, j'ai l'impression qu'une espèce de solution où la France accepterait gentiment de donner un peu d'argent pour développer les Comores, c'est totalement irréaliste et c'est surtout nier, en fait, le fait que la France est responsable de la situation et qu'elle n'a rien à faire dans la région, puisqu'en fait, comme commençait déjà à dire Elimou dans une de ses interventions au départ, la France, elle est dans la région, non pas pour développer gentiment et donner un peu d'argent aux pauvres peuples, mais pour ses intérêts géostratégiques. Et en fait, c'est ça qu'il faut voir derrière. Et que tant que la France sera présente dans la région, elle continuera à la déstabiliser. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et par rapport à la citation aussi, il y a une impasse coloniale, clairement, parce que en fin de compte, là, comme on voit, la situation économique et sociale de Mayotte ben, est catastrophique. Et en même temps, la France, comme ça a été dit, profite de cette déstabilisation de la région. Et en réalité, là maintenant, il faut vraiment pour sortir cette impasse-là, pour moi, ça passera clairement par un renversement du système. Il n'y a pas d'autre solution. Là, on est arrivé à un point où il faut vraiment qu'à la fois aux Comores, il se passe des choses pour chasser Azalia Soumani et pour que à Mayotte aussi, en même temps, il y ait un mouvement anticolonial qui puisse se structurer, même si la situation là-bas est très difficile parce qu'on a un frère de Kaobuntu qui est à Mayotte et qui nous explique que mener la lutte là-bas, c'est très compliqué. Il y a beaucoup aussi les services de renseignement français qui sont présents, etc. Il y a les différents collectifs et tout qui sont là et que si tu apportes des idées différentes, des idées qui contestent l'idéologie coloniale là-bas, ben, tu peux risquer ta vie en réalité. Et du coup, par rapport à ça, c'est qu'il faut un renversement du système, clairement. Mais pour moi, en fin de compte, pour que Mayotte sorte de cette impasse, il faut, de manière concomitante, qu'aux Comores, il y ait aussi un renversement du système. Voilà. Parce que tant que le système aux Comores avec Azali Assoumani, etc., marionnette de l'Occident, reste là-bas, ben, en réalité,
les choses vont pas changer et la France va profiter de cette déstabilisation. À un moment, il a été dit aussi le visa Balladur. Ce visa Balladur de 1994 a aussi contribué à la déstabilisation de la région. Et donc voilà ce que j'avais à dire. Ouais, du coup, là, on va pouvoir faire la transition. On va avoir malheureusement peu de temps à dédier pour les Comores, mais je pense enfin pour l'Union des Comores, mais je pense qu'il est important d'en parler. Sachant que le président Assoumani, il a été réélu en janvier de cette année pour un troisième mandat de 5 ans. Il me semble que c'est un président qui prend le dialogue avec la France. Bon, aussi, il faut savoir que les Comores, enfin l'Union des Comores revendique la souveraineté sur l'ensemble de l'archipel, mais en 2019, un accord a été signé entre la France et l'Union des Comores, avec notamment une politique d'aide au développement avec des millions d'euros. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette politique du président Assoumani? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'opportunisme, d'un président en manque de légitimité? Et plus largement, est-ce que vous pourriez nous parler de la situation interne, politique, structurelle, sociale, etc., des Comores, de l'Union des Comores, sachant que, je vais juste introduire aussi un chiffre, la diaspora comorienne contribue aujourd'hui à hauteur de 25% au PIB des Comores. Bon, on a tous nos critiques à faire à cet indicateur du PIB qui, bon, économiquement, il peut être très critiqué, mais c'est un peuple qui, en quelque sorte, se retrouve entre le marteau et l'enclume. Il ne faut pas du tout se faire avoir par l'hypocrisie de l'État comorien, parce qu'en réalité, c'est pas du tout antinomique de revendiquer à la fois Mayotte et en même temps de passer des accords avec la France. Et je pense que en fait, les Comores, c'est un peu comme n'importe quel État d'Afrique qui a été colonisé par la France et qui reste sous domination de la France. C'est-à-dire que en gros, pour les principaux dirigeants comoriens, c'est impossible de ne pas revendiquer Mayotte, puisque sinon ils vont passer pour des traîtres aux yeux de la population. Bon, déjà qu'ils passent un peu déjà pour des traîtres, mais bon, ils sont en quelque sorte obligés de revendiquer Mayotte, mais ça, c'est que publiquement, parce qu'en réalité, dans les faits, ça fait plusieurs années qu'ils font rien et qu'ils se contentent du statu quo avec la France, et surtout qu'ils monnaient contre des aides budgétaires, le fait de ne rien faire vis-à-vis de la situation. Enfin, en 2019, Azali Assoumani il a signé avec Emmanuel Macron un accord de partenariat sur un plan de développement de 150 millions d'euros sur 3 ans en échange de limiter l'immigration, etc. Donc en fait, la France, en quelque sorte, elle achète le silence de Moroni vis-à-vis de la situation, et la classe dirigeante, d'un autre côté des Comores, elle consolide sa mainmise sur le pays, et que bon, on va dire qu'il a essayé un peu de s'opposer à Wambouchou, etc., en refusant d'accepter les bateaux qui arrivaient et tout ça, mais en réalité, ça n'a pas duré très longtemps, et surtout, ils n'ont pas du tout le poids pour pouvoir faire ça. Enfin, je veux dire, s'il a été poussé à la tête de l'Union africaine jusqu'à très récemment, c'est parce que Macron a voulu l'y pousser. Donc, en fait, on voit clairement les liens entre le gouvernement comorien et l'État français. Enfin, c'est qu'une marionnette de l'État français. Et juste pour revenir sur les événements récents, parce que je pense que c'est assez important, du coup, il a été réélu, mais l'élection, elle a été très contestée, avec des manifestations qui ont été réprimées dans le sang par ce gouvernement, en fait. Et en fait, ça montre aussi les traits totalement autoritaires du gouvernement d'Assoumani. Et une dernière chose pour finir sur la question de la diaspora. Moi, je trouve que ce qui est assez intéressant dans le rôle de la diaspora dans tout ça, c'est que, en tout cas, en France hexagonale, ça a été la diaspora comorienne qui s'est mobilisée contre l'opération de Wambouchou, qui se mobilise encore aujourd'hui contre justement le régime totalement autoritaire d'Assoumani, etc. Donc, en fait, on voit que la diaspora comorienne, elle a aussi un rôle très important à jouer à la fois dans l'avenir des Comores en tant que pays, etc., mais aussi dans l'avenir de la région en général, et dans les possibilités un peu progressistes qu'il pourrait y avoir comme sortie de la crise, et aussi avec des positions assez claires sur le rôle de la France dans la région, et parfois des positions anti-impérialistes assez intéressantes sur le rôle de la France dans la région et dans la déstabilisation de l'État comorien aussi. Oui, pour réagir justement, je pense que tout a été dit là-dessus. Mais Azali Assoumani, bien sûr, c'est un opportuniste. Il a accédé l'année dernière au
poste de président de l'Union africaine avec le soutien de Macron, qui, par son intervention, a écarté la candidature du Kenya. Donc, on voit en réalité que oui, ben, il y a ce lien-là entre Azali, le gouvernement français. Pour moi, Azali Assoumani, il sert les intérêts de la France dans la région. Et puis voilà, c'est pour ça il faut vraiment, pour que la situation elle change, il faut aussi ben, qu'au Comores, et puis on puisse dégager Azali Assoumani. Et après, ben, malheureusement, c'est un gouvernement autoritaire aussi parce que, comme ça a été dit, son élection a été contestée. Mais il a utilisé la violence, il utilise la violence pour se maintenir au pouvoir. Donc voilà. Mais en tout cas, la question des Comores, elle est primordiale aussi là-dedans par rapport à la situation à Mayotte. Pour qu'il y ait un réel changement, il faut aussi qu'au Comores, il puisse avoir un renversement du système. Moi, j'avais une petite question qui me vient comme ça à l'esprit. C'est est-ce que vous connaissez, enfin, quel est l'affect politique de la diaspora comorienne et mahoraise? Quel est son rôle? Déjà, je sais très vaguement que lors des années 70, la diaspora comorienne a joué un grand rôle sur l'indépendance de l'Union des Comores. Je crois qu'il y avait une diaspora pas mal révolutionnaire à Madagascar, à Zanzibar aussi et en France. Est-ce que c'est le cas toujours aujourd'hui? Je sais que beaucoup de Comoriens sont en France, notamment à Marseille. Quel est leur affect politique? Est-ce qu'ils sont plutôt contre Azali? Est-ce qu'ils sont avec? Est-ce qu'ils sont décoloniaux? Est-ce qu'ils pensent que Mayotte et doit être comorienne ou indépendante? Et aussi pour la diaspora mahoraise. Est-ce que elle est plutôt pour l'ordre colonial qu'il y a actuellement à Mayotte, contre l'ordre colonial? En tout cas, moi, de mon expérience à La Réunion, les Mahorais ne remettent pas du tout en cause l'ordre colonial pour la diaspora mahoraise présente sur l'île de La Réunion. Ailleurs, je sais pas trop. Je voulais juste avoir votre avis sur ça. Je pense que c'est assez difficile de faire des généralités, mais pour répondre rapidement de ce que moi j'ai vu, notamment pendant les mobilisations contre Wambushu, etc., c'était assez clair que c'était plutôt des secteurs de la diaspora qui étaient contre le gouvernement comorien et qui d'ailleurs s'étaient constitués comme des collectifs, etc., pour défendre, enfin contre du coup ce gouvernement et défendre un droit à des libertés démocratiques élémentaires, on va dire, etc. Mais je pense qu'une des contradictions principales, c'est que parfois, et je pense que ça c'est un peu comme pas mal de pays en Afrique qui ont été victimes de l'impérialisme, des différents impérialismes, c'est qu'il peut y avoir une confusion au sujet de la Russie, par exemple, où il peut y avoir des collectifs, hein, par exemple, dans des rassemblements, plusieurs fois, il y a eu des drapeaux russes, des portraits de Poutine, etc., qui montraient que, voilà, il y avait parfois un peu l'attrait de vouloir remplacer l'impérialisme français par l'aide de la Russie, etc. Donc ça, je pense que c'est la contradiction principale. Après, pour la diaspora mahoraise, moi, je ne saurais pas dire précisément, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même, il peut y avoir des contradictions aussi, ou des personnes en fait qui ont grandi à Mayotte et sont totalement dans le discours, on va dire, qui est hégémonique sur l'île, c'est-à-dire penser qu'ils sont français, qu'il n'y a pas d'ordre colonial, que les Comoriens doivent dégager, etc., qui se retrouvent, qui arrivent en métropole et qui en fait sont victimes du racisme et de l'islamophobie en France, et que ça peut aussi aider à les radicaliser de manière plus progressiste, on va dire, et se rendre compte aussi de la domination de leur île, etc. Enfin, en tout cas, ça a été le cas pour notamment quelques jeunes avec qui j'avais discuté, des jeunes mahorais et mahoraises qui avaient plus pris conscience de la situation, justement en venant en Hexagone et en étant confrontés directement au racisme et tout ça, quoi. Après, je pense que dans la diaspora mahoraise, il y a évidemment aussi, je me rappelle d'un rassemblement où il y avait eu aussi une femme mahoraise qui était venue, qui avait hurlé que en gros les Comoriens devaient dégager, etc. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Mais bon, en tout cas, sans vouloir faire de généralité, moi c'est un peu ce que je vois dans le rôle, pour répondre un peu à la question, quoi. Par rapport à la diaspora comorienne, ben, bien sûr, la diaspora comorienne, moi, ce que je vois, hein,
elle est opposée à Azali Assoumani. Après, on peut pas faire une généralité, comme a dit Maëva, mais en tout cas, lors des manifestations contre Wambushu, je suis parti à des manifestations et la diaspora comorienne, elle était très présente, en tout cas sur Paris, etc., pour dénoncer à la fois l'État colonial français, mais aussi la politique d'Azali Assoumani. Moi, en tout cas, à la Réunion, ben les Maoris, ils sont pas contre l'ordre colonial. Mais après, je pense que cette diaspora-là, vu qu'elle vient en France et tout, quand elle vient en France, je pense qu'il y a une partie de cette diaspora qui va ouvrir les yeux sur la situation coloniale de leur pays et que la diaspora mahoraise, à l'intérieur de cette diaspora, il pourrait émerger justement un anticolonialisme. Donc voilà. Donc je pense que ça pourrait changer les choses par la suite. Juste pour conclure, parce que là on arrive à la fin de l'épisode, je tenais sincèrement à vous remercier pour toutes vos contributions. Ça a été extrêmement riche. Vraiment, je suis honoré de faire partie de cette nouvelle génération de militants anticolonialistes, vraiment. Et, euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Simplement, oui, ce qu'on voulait faire ressortir avec cet épisode, c'était à la fois euh, la dimension de l'anti-impérialisme contre l'oppression et l'exploitation française, qui agit toujours en 2024 dans l'archipel des Comores, sans oublier également le gouvernement autoritaire, les collectifs réactionnaires qui peuvent surgir à l'échelle locale, nationale.